Salut Alexandre, salut aux passagers de l'univers digital qui sont là par hasard ou par désir. Nous inaugurons aujourd'hui un podcast de philosophie qui est né d'une amitié entre un prof de philo et un amateur. Ce podcast prendra la forme d'un dialogue. L'amateur, donc moi, jouera le rôle de l'intervieweur qui met son grain de sel et Alex, le professeur, répondra aux questions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au commencement avec la question de la naissance de la philosophie. On va se demander si la pensée présocratique marque vraiment le début de la philo. Et on va s'interroger sur le contexte en Grèce qui permet l'avènement de la philosophie. Donc Alex, on y va. Nous sommes en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? On est, pour être plus précis, au 6e siècle avant Jésus-Christ. En fait, il faut tout de suite faire une distinction. Une distinction entre la perspective qui est la nôtre, nous on est en 2024, et si tu ouvres les manuels de philo, les livres d'histoire de la philosophie, tu apprendras que la philosophie est née avec Thalès de Milet. Donc Milet, c'est une cité grecque en Asie mineure, en Ionie, c'est l'actuelle côte de la Turquie. Euh, et, et on fera comme si, à la limite, lui-même était conscient d'être un philosophe. C'est-à-dire qu'on va projeter notre catégorie de philosophie dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais si on avait dit à Thalès, vous êtes un philosophe, en fait, il n'aurait pas compris de quoi on lui parle. Il aurait dit quoi, Thalès? Il aurait dit, je suis un sage. Je suis un sage. Voilà. Et tu devrais le savoir. Je pense qu'il aurait été blessé dans son orgueil. Peut-être qu'il aurait compris, parce qu'il parle grec évidemment, il aurait compris ce qu'on veut dire quand on dit philosophe. Tu es l'ami de la sagesse, tu aspires à être sage. Bon. Mais même en le comprenant, il l'aurait mal pris. Parce qu'il avait son orgueil, quoi. Comme tous les sages ont un certain orgueil. Qu'est-ce que c'est qu'un sage à l'époque? C'est quelqu'un qui a un don de vision. C'est vécu comme ça dans la culture grecque de l'époque. C'est quelqu'un qui sait voir ce que le commun des mortels ne sait pas voir. Il voit l'invisible. Et cette capacité de vision lui vient des dieux. C'est vécu comme ça. Quand par exemple, parce qu'on sait qu'il est aussi astronome, mathématicien, le Thalès dont je parle, Thalès de Milet, c'est précisément celui que les collégiens apprennent à l'école, le fameux théorème, etc. Et on sait, pour donner un exemple, que quand il est parvenu à inscrire un triangle rectangle dans un cercle, je crois que l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, c'est un diamètre du cercle, il a fait ça dans le sanctuaire d'Apollon, et pour remercier Apollon de cette vision, il a sacrifié un bœuf. Donc pour lui, ça lui vient des dieux. Je précise ça parce que quand j'étais petit, quand on m'a appris la philosophie, bon j'exagère, quand j'ai étudié ça à l'université, et quand j'ai lu des ouvrages de référence, qui par ailleurs peuvent être d'excellents ouvrages, on a tendance à avoir pour grille de lecture de la pensée présocratique la distinction mythos-logos, c'est-à-dire le mythe opposé à la raison. Mythos, c'est le mythe, la fable, et le logos, c'est la parole, la raison, la capacité de tenir des discours rationnels. Bon. Et on fait comme si, avec Thalès de Milet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous fait-on penser, il y avait une rupture. Pour une fois, on n'explique pas les phénomènes en faisant une référence à la volonté des dieux, mais en utilisant la raison et en connectant des phénomènes naturels entre eux. Bon. Mais en réalité, du point de vue de Thalès, non, son discours, il est religieux, il est inspiré des dieux. S'il voit ce qu'il voit, c'est parce que Apollon, ou je ne sais quelle divinité, lui a fait la bonne grâce de lui accorder cette vision. Voilà. C'est comme ça qu'il a prédit une éclipse, c'est comme ça parce que je crois savoir, et je dois dire ma dette à un bouquin qui est sorti assez récemment, au regard de la bibliographie philosophique versée dans l'histoire de la philosophie, qui est sorti en 2019, de Pierre Vesperini, qui s'appelle La philosophie antique, sous-titré, je crois, Essai d'histoire. Bon. Il insiste pour dire que, à l'époque de Thalès, on ne pouvait pas prédire les éclipses. Les traités d'histoire de l'astronomie nous disent que ce sera possible 2 ou 3 siècles après, mais à l'époque de Thalès, ce n'est pas possible. Bon.
à l'époque de Thalès, on ne peut pas, même aujourd'hui encore, on ne peut pas prédire quelle sera la qualité de la récolte des olives l'an prochain. Or, il y a une anecdote rapportée par Aristote, selon laquelle il aurait su que l'an prochain, il y aura une surabondance des olives. Bon. Et pour montrer, nous dit Aristote, l'utilité de sa sagesse, sans doute parce qu'il aurait été victime d'une certaine raillerie en disant « t'es sage, mais ça te sert à quoi? T'es aussi pauvre que moi », Thalès aurait utilisé cette vision pour, en gros, confisquer tous les pressoirs à olives de la région. Il les a tous achetés, et pour pouvoir les revendre avec une plus-value, un an après, quand il y a cette surabondance de récolte. Voilà. Mais tout ça, alors sans doute qu'il était supérieurement intelligent. Évidemment, on n'accorde pas le statut de sage à n'importe qui. Voilà. Il devait avoir une éloquence, il devait avoir une perspicacité, il était manifestement hors norme d'un point de vue intellectuel. Mais lui-même le vivait comme une grâce des dieux, et tous les autres, tous ses contemporains, le voyaient comme un élu des dieux. Bon. Donc, tout ça pour dire que moi je considère qu'effectivement, moi, qui suis comme tout le monde, je m'aligne, je pense que pour parler de la naissance de la philosophie, il faut d'abord parler de Thalès de Milet, d'accord. Mais il y a un mais, c'est pas encore de la philosophie. C'est ce qui rendra possible la philosophie, mais c'est pas encore de la philosophie. Qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? Alors, pour le comprendre, je pense qu'il faut d'abord dire, en gros, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il a dit, l'origine de toute chose, c'est l'eau. L'eau, c'est-à-dire un principe d'humidité. Voilà. Il situe l'origine de toute chose dans un élément primordial, originel. Et ensuite, par transformation successive, l'eau se transforme en terre, en air, en feu, et puis tout ça peut donner des minéraux, des végétaux, des animaux, etc. Toutes les choses sont issues par transformation successive de cette eau originelle. Bon. Et il dit aussi, tout est plein de Dieu. Voilà. Ça c'est une parole, on est à peu près sûr on est même tout à fait certain, qu'il considérait que tout est plein de Dieu. Donc, est-ce que ce principe d'humidité originelle, c'est un principe divin? Peut-être qu'il faut se représenter les choses comme ça. Bon. À sa suite, alors on est en Ionie, dans ce moment ionien, il y a un certain Anaximandre qui vient ensuite et qui dira, non, l'élément primordial, c'est ce qu'il appelle apeiron en grec, c'est-à-dire l'indéfini. C'est une masse matérielle indéfinie. Et ensuite, toujours pareil, par transformation successive, apparaissent toutes les choses. Anaximène ensuite dira, alors lui il proposera un principe moins abstrait que l'indéfini, il dira c'est l'air. Bon, mais c'est la même idée. Bon. On a affaire avec ces penseurs à une conception dynamiste de la nature. Mais là, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est un mélange de sciences naturelles et de croyances. Avec mon cerveau du XXIe siècle, je ne comprends toujours pas très bien pourquoi c'est de la philo et pourquoi c'est une rupture par rapport à ce qu'auraient pu penser, par exemple, des Égyptiens un peu farfelus, qui avaient des théories aussi sur l'eau, le feu ou le bois. Ouais. C'est quoi le déclic qui fait qu'on commence à penser que c'est de la philosophie et pas des élucubrations ou des théories entre la physique et la métaphysique? Ouais, bonne question. Alors je connais mal la pensée égyptienne, babylonienne, etc. Il devait y avoir aussi des cosmologies spécifiques, alors peut-être plus ancrées dans la mythologie, mais bon, comme je viens de le dire, toutes ces considérations sont tellement imprégnées de religion, de divinité, etc., qu'effectivement, on voit mal la différence. Alors, avant de répondre à ta question, qui est vraiment une excellente question, il faut que je finisse le cycle ionien avec Héraclite, parce que c'est un peu la star. Ouais. C'est la vedette. Celui qui se baigne 2 fois, là? Alors justement, lui, il ne se baigne pas 2 fois, le pauvre. Il ne peut pas y retourner, quelque part. Oui, il est connu pour avoir dit « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Tout coule, voilà, rien ne reste. » Bon. Alors lui, il considère que l'élément primordial, c'est le feu. Alors d'après ce que j'ai compris, dans son esprit, c'est quasi immatériel comme principe. C'est un analogue de l'esprit, si tu veux. Bon. C'est doué de logos, enfin il y a du logos là-dedans, quelque part. Et à partir de feu, c'est toujours la même idée, par transformation successive, les choses apparaissent. Il est un peu plus, comment dirais-je, copieux en termes de théorie que les autres. En tout cas,
des fragments qui nous restent, on peut parler un peu davantage de lui que des autres. On sait que cette transformation successive à partir du feu est régie par deux forces qu'il appelle la guerre et l'harmonie. Donc la guerre, c'est un principe de séparation, de discorde, et l'harmonie, un principe de concorde. On sait aussi qu'il considère que le changement, c'est l'essence de toute chose. Le changement, c'est l'essence de toute chose. Ça veut dire que ça n'arrête pas de se transformer. Ça n'arrête jamais. Voilà. Les choses ne sont pas fixées dans une identité immuable. Et on sait aussi que les apparences des choses, et c'est sans doute étroitement lié au fait que tout s'écoule, les apparences des choses sont contradictoires. Un des fragments qui nous reste dit le chemin qui monte et le chemin qui descend, un seul est le même. C'est le même chemin qui monte et qui descend, quoi. Autrement dit, les contraires coexistent. Voilà. Il y a une apparence contradictoire des choses. Bon. Je ne sais pas si tu es au courant, mais quand on se représente Héraclite, y compris dans des tableaux du XVIe ou XVIIe siècle, on le représente en train de pleurer. Au contraire de Démocrite, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, qui lui est sans cesse en train de rire. Donc tout se passe comme si cette idée que tout coule, que rien ne reste, avait donné une sorte de mélancolie à Héraclite. Et pour terminer avec la doctrine héraclitéenne, on lui doit aussi une doctrine de l'éternel retour. Parce qu'il considère qu'une fois que les choses se sont constituées par transformation successive à partir du feu, au bout d'un moment, le feu initial regagne ce qu'il a perdu et se produit alors en embrasement universel. Donc on revient à la case départ, le feu, et puis à nouveau, avec les deux forces que sont la guerre, polémos, et l'harmonie, les choses, par transformation successive, vont se constituer, mais à l'identique et dans le même ordre. Donc là, c'est un peu l'ébauche d'une compréhension du monde. Moi, là, ce que j'entends, c'est que ça commence à ressembler à une théorie philosophique. Il y a des concepts métaphysiques, mais est-ce qu'il le prouve ou c'est juste quasiment de la poésie? Excellente question. Effectivement, il n'y a pas d'argument. Merci pour la passe D. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Et puis, il a ce ton fulgurant, prophétique. Il y a un côté punchline, hein, ça ressemble à des proverbes, quoi. C'est pour ça que tu me disais que Nietzsche l'aimait beaucoup. C'est parce qu'il est très très bon en punchline. Il décrète des trucs qui sont des fulgurances brillantes, mais après, il n'y a pas grand-chose derrière pour le prouver. Oui, c'est sans doute pour ça qu'il apprécie. C'est aussi pour avoir compris, en tout cas si on est d'accord avec Nietzsche et Héraclite sur ce point-là, l'importance des contradictions et de la guerre. L'idée que le conflit peut être fécond. Voilà. De l'opposition peut naître des choses. Bon, je pense que c'est pour ça que ça séduisait Nietzsche, mais ça dit ça séduisait aussi Hegel. Hein. Voilà ce que j'allais dire, je me lançais sur ça, c'est oui. Peut-être influencé Hegel aussi. Ah non, mais complètement. Enfin, je ne sais pas si ça l'a influencé, mais en tout cas, Hegel dira il n'y a pas un seul fragment, une seule proposition d'Héraclite qui ne soit pas la bienvenue et comprise dans vos systèmes. Voilà. Il y est comme un poisson dans l'eau. Parce que cette idée d'une contradiction au sein même de l'essence des choses, c'est de la dialectique hegelienne. Je ne vais pas dire avant l'heure, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais bon, c'est une idée qui évidemment séduisait Hegel. Bon. Mais pour revenir à ta question précédente, quand tu m'as dit, mais c'est quoi la différence entre cette vision du monde? C'est une cosmologie en fait, hein, c'est un discours tenu sur le cosmos. Okay. C'est-à-dire sur le monde conçu comme un ordre, avec sa beauté, d'accord. Le cosmos c'est beau, on l'entend dans le mot cosmétique. Et pourquoi est-ce que ça se distingue des Égyptiens, des Babyloniens ou de je ne sais quelle cosmologie et pourquoi ce serait de la philo? Je pense que c'est pas encore de la philo. Parce qu'il n'y a pas d'argument et parce que la question initiale à laquelle ils s'efforcent de répondre n'est pas originale. En fait, c'est quoi leur question? Leur question, c'est quelle est l'origine des choses? Réponse, l'eau, l'indéfini, ou voilà, l'air, le feu. Et puis ensuite, ils inventent cette histoire de transformation successive, mais elle vient assez naturellement, quoi. Bon, ils ne se distinguent pas par l'originalité de leur question.
ils peuvent se distinguer par l'originalité de leurs réponses, c'est les premiers à avoir dit ça, l'avoir dit comme ça. Mais pourquoi est-ce que j'hésiterais à dire que c'est déjà de la philosophie? Parce que j'ai pas le sentiment que ce qui caractérise d'après Platon et d'après Aristote le commencement de la philosophie est là explicitement. Qu'est-ce que c'est que le commencement de la philosophie, tel que le présentent Platon et Aristote, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais bon, je suis obligé de faire référence à leur réflexion ici. Ils disent que le commencement de la philosophie, c'est l'étonnement. Ça, c'est très important. On commence par s'étonner. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un étonnement? Évidemment, si je te voyais là danser à poil sur la table avec des grelots sur la tête, je serais étonné. Pourquoi? Parce que je ne m'y attends pas. Parce que je vais dire, bon, Pierre, il est devenu fou, qu'est-ce qui nous arrive? Ça contrarie mes anticipations. Bon, ça, c'est un étonnement ordinaire. Mais l'étonnement qui peut acter la naissance d'une réflexion philosophique, selon Platon et selon Aristote, c'est un étonnement extraordinaire. On s'étonne de ce qui n'est pas étonnant, ordinairement. Autrement dit, ou plus précisément, on s'étonne de ceci qu'une théorie qu'on tient pour vraie, pour valable, pour digne de confiance, ne nous permet pas de comprendre ce qu'elle prétend expliquer. C'est vraiment ça, l'étonnement théorique. Et la philo, comme la science d'ailleurs, ça commence comme ça. C'est-à-dire, on a déjà une théorie en laquelle on a cru jusqu'à présent, sans trop réfléchir, elle nous allait. Et on se rend compte, soudainement ou après quelques réflexions, mais on vient à prendre conscience qu'en fait, elle ne fait pas ce qu'elle prétend faire. Elle ne nous permet pas de comprendre ce qu'elle prétend expliquer. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que le commencement de la philosophie ne se situe pas avec les Ioniens, de Thalès à Héraclite, mais plutôt avec les Éléates. Le moment éléate, c'est-à-dire Parménide. Parce que Parménide, il prend conscience d'un truc. Il prend conscience de ceci que l'idée de transformation successive, dont je te parle depuis tout à l'heure, à partir d'un élément matériel primordial, plus ou moins matériel, mais bon. Cette idée n'est pas claire du tout. Lui, il comprend qu'il y a un problème. En tout cas, il se dit qu'il y a un problème. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui pour considérer qu'il y a un problème, mais lui, il pense qu'il y a un problème. Parce qu'il se dit, attends, mettons que B soit issu de A. Ça veut dire que A cesse d'exister pour engendrer B. Mais si A cesse d'exister, comment peut-il être la cause de B puisqu'il n'existe plus? Alors ça a l'air très abstrait, très spéculatif, ça l'est. Mais ça, c'est un vrai problème philosophique. C'est un étonnement, si tu veux. C'est-à-dire, il prend acte de cette doctrine du tout s'écoule d'Héraclite, il prend acte de cette idée qu'il y a des transformations successives, et il dit, mais attendez, l'idée de transformation n'est pas claire du tout. Donc pour toi, le début de la philosophie, c'est Parménide qui démonte la théorie d'Héraclite, ou qui la questionne tellement que ça en devient de la philosophie. C'est ça. Ce serait vraiment le commencement de la philosophie, parce que chez lui, il y a clairement un étonnement par rapport à une théorie. Et ça, c'est un étonnement théorique qui est l'étonnement commencement de la philosophie dont nous parleront plutôt, et Platon et son disciple Aristote. Là, il y a vraiment un embarras. C'est une désorientation, un problème philosophique. On parle de problème en classe de philo. Il faut problématiser le sujet, etc. C'est quoi un problème? C'est de la forme, pour parler comme Wittgenstein. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis désorienté, je ne comprends plus rien. J'avais une théorie en laquelle je faisais confiance jusqu'à présent. Tout d'un coup, je m'aperçois que c'est bidon, ça ne marche plus. Bon. Et l'idée de transformation, c'est pas clair à ses yeux. C'est pas clair du tout. On croit expliquer, mais en réalité, on ajoute de la confusion à la confusion. Et lui, il va du coup défendre un principe abstrait selon lequel, les choses sont ou ne sont pas. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'être et le non-être. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi c'est important ça? Parce que dire que le changement est l'essence de toute chose, que tout s'écoule, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est prendre au sérieux l'idée de changement et l'idée de transformation. Or, pour qu'il y ait changement,
il faut qu'une chose ne soit déjà plus ce qu'elle était, tout en n'étant pas encore ce qu'elle sera. Mais Parménide nous dit, il faut savoir, une chose est ce qu'elle est, et elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. L'être est, le non-être n'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement? Vous voyez, il est dans l'embarras, quoi. Il comprend que c'est incompréhensible. Et en même temps, apparaît une sorte de vertige entre l'être et l'apparaître. Parce qu'on se dit que l'apparaître donne raison à Héraclite. On voit bien que les choses passent, qu'à l'usure du temps, qu'on vieillit et que... Bon, voilà, c'est évident qu'il y a du changement. On le sent en soi, on le constate à chaque seconde ou à chaque heure, etc. Et il y a une contradiction entre cette expérience qui semble indubitable, quoi. Il n'y a rien de plus fort que ça. Et ce que notre intellect, strictement rationnel et spéculatif, nous fait savoir, nous permet de comprendre. L'intuition, l'idée profonde de Parménide, c'est que le changement que je constate avec mes yeux du corps, je ne peux pas le comprendre avec les yeux de l'âme, avec les yeux de l'esprit. C'est incompréhensible. C'est ça quand même la philo. C'est une spéculation théorique qui peut aller, et c'est sans doute son défaut d'ailleurs, on pourrait lui reprocher, hein, après tout elle n'a pas que des qualités, pourquoi pas, qui peut aller jusqu'à faire tellement confiance dans la raison, dans la spéculation, dans l'intelligence pure, qu'on peut aller peut-être jusqu'à nier le témoignage des sens. Oui, j'ai l'impression que tout change, que tout bouge, mais en fait c'est une illusion. Voilà, Parménide et son disciple Zénon décrètent le caractère illusoire de la mobilité des choses. Au fond, l'être serait immobile et immuable. Est-ce que ça préfigure pas un peu déjà les théories de Platon, ça? Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors je dirais qu'en fait, de ce problème du changement, Platon va proposer une autre solution, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais que les profs de philo, que les historiens de la philosophie appellent la fameuse théorie des idées. Bon. Il y a deux autres solutions de ce même problème. C'est la solution des atomistes et c'est la solution d'Aristote. Aristote qui distinguera, j'en parle pas non plus aujourd'hui, l'être en acte et l'être en puissance. C'est une façon de s'expliquer le changement. Bon. Alors j'en viens aux atomistes si tu veux, parce que c'est aussi un gros morceau parmi les présocratiques. Alors qui sont les atomistes? C'est des gens qui s'appellent Leucippe, on connaît surtout Démocrite. C'est une théorie qui sera ensuite reprise par Épicure au IIIe siècle avant Jésus-Christ, reprise encore par Lucrèce, un poète romain épicurien. Bon. L'idée de Leucippe et de Démocrite, c'est de dire que il y a deux éléments qui constituent toute chose, les atomes et le vide. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? C'est une particule tellement petite, tellement fine qu'on ne peut pas la voir, et indivisible. Atomos, ça veut dire insécable, ce que je ne peux pas diviser. Bon. Donc là, on voit le côté immuable, cher aux Éléates. Mais il l'appelle déjà atome, c'est l'atome du XXIe siècle ou on est à quel stade là? Non, c'est pas l'atome tel que la physique. Alors je suis pas un physicien, je suis pas versé dans la physique nucléaire. Ils ont compris qu'il y avait un truc infiniment petit qui régissait le monde. Alors je sais pas si on peut dire qu'ils l'ont compris, parce que voilà, il faudrait pas tomber dans l'anachronisme qui consisterait à dire que dans une intuition magistrale, ils ont, avec 25 siècles d'avance, anticipé les travaux de Jean Perrin et envisagé la scission de l'atome, etc. Et la bombache et je sais pas quoi. Non. Et nos centrales nucléaires. Non. On n'est pas là-dedans. Mais ils ont eu l'intuition que ce qu'on voit est composé d'éléments beaucoup plus petits. Voilà. Mais la différence physique entre les atomes de l'Antiquité et les atomes dont nous parlent les physiciens, c'est que vraiment, l'atome de l'Antiquité, parce qu'eux, ils connaissent leur étymologie, ils parlent grec, c'est vraiment des indivisibles. Alors nous, on sait qu'aujourd'hui, on peut les diviser, ça dégage de l'énergie, etc. Mais à leurs yeux, c'est indivisible. Bon. Et donc, il y a un côté immuable, il y a un côté sans qualité aussi. Ils sont sans saveur, sans odeur, sans couleur, peut-être même sans pesanteur. Et ils se déplacent dans le vide. Bon. Alors, on peut considérer que cette doctrine, c'est un compromis entre
le fixisme ou l'immobilisme des éléates, puisque les atomes restent inchangés, inaltérables, et le dynamisme de l'école ionienne, puisque ces atomes ne cessent pas de se mouvoir dans le vide, dans un vide infini, nous disent-ils. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce vide? Eh bien, de temps en temps, ils s'agrègent. Ils peuvent s'amasser, ils peuvent s'agglomérer. Et en s'agglomérant, ils constituent des corps. C'est-à-dire des atomes qui n'ont rien à faire ensemble, bon, ça se disloque, ça ne fait pas agglomérat. Mais de temps en temps, ils peuvent s'agréger. Bon. Constituer des corps et constituer des mondes. Mais au hasard. Ça se fait au hasard. Et c'est presque, et là, à la limite, c'est plus pertinent. Autant on ne pourrait pas dire qu'ils ont vraiment anticipé la physique du XXe siècle, mais on pourrait dire que c'est une préfiguration d'une idée qu'on trouvera chez Darwin. Parce que chez Darwin, dans sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, il y a l'idée qu'un ordre peut naître au hasard, sans qu'une intelligence organisatrice soit là à l'œuvre, qui serait le grand chef d'orchestre. Mais c'est ça chez les atomistes. Et ça, c'est une idée vraiment géniale, quoi. Il peut y avoir de l'ordre, mais parce qu'en fait, le désordre n'est pas visible, parce qu'il n'est pas viable, si je veux dire, il est instable, le désordre. Le désordre, le chaos, il disparaît. N'est visible que les choses consistantes, suffisamment consistantes, c'est-à-dire les choses qui sont le fruit d'un agrégat d'atomes et qui restent ensemble parce que rien ne contrarie cet agglomérat. Mais ça se fait au hasard. Et ces corps sont plus ou moins compatibles même avec d'autres corps, mais ça aussi, cette compatibilité se fait au hasard. Et s'il y a incompatibilité, soit il y en a un des deux qui disparaît, par usure, voilà, c'est pour ce de là que je vais mettre, soit les deux disparaissent, mais bon voilà. Donc l'apparence d'ordre du monde est le fruit du hasard. C'est une idée profonde, c'est une idée géniale, quoi. On sort déjà de l'anthropomorphisme. C'est l'idée comment dirais-je, de prêter des intentions humaines à ce qui n'est pas humain ou là où il n'y en a pas. Donc là, ce que tu dis sur les atomistes, c'est que c'est ça aussi une des premières théories philosophiques. Oui. En tant que tout se passe comme si. Alors je ne pourrais pas dire, j'avoue que bon, j'ai pas en tête tous les textes. Est-ce que Démocrite a explicitement. Est-ce que dans les fragments qui nous restent de Démocrite, on peut voir la trace explicite d'une question qui exprimerait un étonnement théorique dont j'ai déjà parlé? J'en suis pas sûr. Bon. Mais tout se passe comme si il avait proposé une autre solution que Parménide au même problème. Voilà. Et si on me dit, ouais, attention, chez Héraclite et Thalès, chez eux non plus, il n'y a pas explicitement de questions posées, oui, mais ce qui est, comment dirais-je, ce qui me fait penser qu'il y a moins de philosophie chez eux que chez Parménide ou chez les atomistes, c'est que la question à laquelle ils s'efforcent de répondre n'a rien de nouveau. C'est-à-dire, quelle est l'origine des choses? Et c'est la question religieuse par excellence. Toutes les religions, ou presque, se demandent, enfin proposent une réponse, un récit, un mythe, pour répondre à la question de l'origine des choses. Il y a toujours un récit des origines, une cosmologie comme ça dans les discours religieux. À cette époque-là, on sent qu'il y a une effervescence, et on en avait parlé, tu me disais que c'est lié à un contexte, l'Empire grec est un peu éclaté, ces philosophes dont on parle, ils sont disséminés en Sicile, en Italie, et c'est des marchands, souvent des entrepreneurs, ils sont émancipés peut-être du pouvoir d'Athènes. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien entre leur liberté, leur indépendance et l'essor d'un mouvement philosophique. Bon, la question est presque trop bien posée. T'as tout dit. T'as tout dit. Ah si, quand même. T'as dit l'essentiel, quoi. Alors ça, c'est une lecture qu'on pourrait qualifier de matérialiste, oui, marxiste. Inutile d'être le plus rouge des bolcheviks pour au moins accorder à Marx une idée intéressante qui est que les conditions matérielles d'existence, pour le dire comme il le dit, les conditions matérielles d'existence déterminent le contenu de la conscience. C'est-à-dire que nos représentations idéologiques, nos idées, nos valeurs, nos représentations du monde, sont très étroitement liées à ce qu'on fait en pratique, à notre statut social, à notre
manière de produire, à la place qu'on occupe dans l'économie. Alors, quelles conditions on est aussi, j'imagine. Exact, exact. C'est pour ça qu'il parle d'infrastructure et de superstructure. Voilà. La superstructure, c'est-à-dire les idées, les valeurs qu'on a à l'esprit et qui nous tiennent à cœur, sont le reflet de l'infrastructure, c'est-à-dire nos conditions matérielles de vie concrètes. Ils sont quasiment subordonnés en fait. C'est ça le renversement, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas les idées qui mènent le monde, c'est plutôt le contraire. Pour beaucoup de gens, c'est très contre-intuitif, mais voilà. Mais c'est une idée intéressante. bien sûr. C'est une idée qui, là, je trouve, pourrait être secourable parce que c'est un peu une énigme, quoi. Pourquoi est-ce que c'est né à ce moment-là et en Grèce, comme on dit? C'est un peu une énigme et j'en veux pour témoin l'expression de miracle grec. Ernest Renan disait c'est un miracle grec. Bon, il y a un miracle grec. L'émergence de cette pensée, alors là il s'inscrit dans le sillage de Hegel, quoi. C'est-à-dire que c'est la raison qui s'oppose à la religion, qui s'émancipe. Et puis c'est pas que la philosophie, c'est les prémices de la science, c'est la tragédie, c'est la comédie, etc. Ouais. Alors la logique, il faudra peut-être attendre Aristote pour discourir sur la logique. Parce que quand on dit la logique, il faut distinguer une réflexion logique, si tu veux, sur la logique. Les syllogismes et tout ça. Voilà, exact. Et la logique. On n'a pas attendu les Grecs pour être logique. Pour dire donc, ouais. Voilà, exact. Les Égyptiens ont fabriqué des pyramides, ça tient encore debout apparemment. Et les gens qui l'ont fait, les architectes, apparemment, étaient armés d'une certaine logique. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui. Les conditions matérielles qui ont permis le développement de la philosophie. Voilà, oui. Alors, cette expression de miracle grec, elle est quand même pas satisfaisante. Et c'est un peu même troublant dans la bouche d'un historien. Parce que l'histoire se veut un savoir objectif. Voire une science humaine en tout cas. Et qu'est-ce qu'on fait en science? On explique des phénomènes par d'autres phénomènes qui en seraient la cause. Et des phénomènes naturels, observables, quoi. En tout cas dont on peut garder la trace, des témoignages, des indices. C'est ce que fait l'historien. L'historien mène une enquête. Historien en grec, c'est l'enquête. Voilà. L'historien, c'est un enquêteur. Et il mène son enquête à partir d'indices matériels, à partir de témoignages, le plus souvent écrits, évidemment. Et il essaie de faire le récit de ce qui s'est passé par rapport... Voilà. Mais c'est un récit causal, explicatif. Or, si je parle de miracle, par définition, un miracle, c'est ce qui a une cause surnaturelle. Donc c'est pas tant une mauvaise manière d'expliquer les choses qu'une excellente manière de rien expliquer du tout, quoi. On sait pas pourquoi, tout d'un coup, il y a des gars qui sont levés un beau matin, et ils ont fait un truc d'inédit, d'inouï. Ils ont proposé une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de penser, et on ne sait pas pourquoi. Au miracle. Non, c'est pas sérieux. Bon. Alors, je prétends pas savoir le scénario dans le menu détail, quoi. Mais je vais simplement donner quelques indices, justement. On dit que c'est des Grecs qui ont fait ça, oui. Ça s'est passé en Grèce. Alors, c'est des Grecs, oui, mais comme tu l'as souligné, ça ne s'est pas passé en Grèce. Et ça, c'est un détail important. Ça s'est passé, je l'ai dit, en Ionie. Tu as parlé de la Sicile, l'Italie du Sud, donc dans des colonies grecques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les invasions doriennes, bon, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les Grecs ont été amenés à quitter leur territoire d'origine. Bon. Et effectivement, ils ont vécu dans un endroit où le poids de la tradition, le poids de la politique, le poids de la religion était sans doute moins lourd. Et c'est des gens qui ont vécu en se livrant à une activité marchande. Ils vivaient au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, c'était des marins, avec ce que ça implique d'audace, c'était des marchands, avec ce que ça implique de calcul des risques et de confiance dans leur rationalité. Et je pense que ça explique qu'ils s'autorisent d'utiliser leur raison pour en faire un usage nouveau. Alors, ils étaient pétris de religiosité, ils croyaient en Dieu. Bon. Mais peut-être pas avec la même ferveur ou même avec la même raideur qu'on le faisait encore dans l'aristocratie restée en Grèce, qui elle était, on peut penser, beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup plus respectueuse à la virgule près, des récits, des cultes, etc. Les lignes ont bougé parce qu'eux-mêmes avaient bougé, parce que leurs conditions matérielles d'existence, pour parler comme Marx, ont changé. Alors, ce serait faire de l'anachronisme de dire que ce sont plus des grands bourgeois que des aristocrates. Mais il y a un peu de ça quand même.
Ils se livrent à une activité bourgeoise. C'est plus des aristos. C'est plus des gens dont la richesse tient à la propriété foncière. C'est des gens qui font de l'argent en vendant et revendant des choses. Ils avaient des esclaves ou... Très bonne question. Oui, ils avaient des esclaves. Parce qu'ils avaient les moyens de se les payer. Et ça aussi, c'est important. Sans doute qu'en confiant, grâce à leur richesse économique, en confiant les tâches les plus ingrates à des esclaves, sans doute qu'ils se sont mis à mépriser, en même temps qu'ils méprisaient les esclaves, les tâches ingrates, voire même artisanales, auxquelles ces esclaves se livraient. Et plus tu méprises une activité, en l'occurrence une activité manuelle, plus tu as tendance à valoriser, voire à survaloriser l'activité intellectuelle. Ça doit jouer, ça aussi. Ça doit jouer. Donc l'esclavagisme, le commerce, le fait qu'ils sont hors de Grèce, je pense que tout ça, ça compte. Alors ça ne dit pas tout, ce sont des conditions qui rendent possible l'émergence d'un nouvel état d'esprit. C'est pas absolument déterminant, voilà. Peut-être que d'autres peuples qui ont connu peut-être cette situation-là n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Bon, c'est là que je suis pas historien, je peux pas en dire plus. Mais il y a quand même des indices là qui font que on s'interdira de parler de miracle. J'ai une question un peu saugrenue, mais ces gens-là, Thalès, Pythagore, Parménide, Héraclite, ils avaient une audience, c'est-à-dire qu'ils construisaient des théories, mais après, ils parlaient à des gens dans des amphithéâtres, ils se parlaient entre eux et communiquaient, ils avaient des élèves, ou bien ça restait très confidentiel? Pas encore. On n'en était pas encore au statut de conférencier. Ça viendra avec Athènes. La conférence spectacle, c'est à Athènes, quand on rentre à la base, quoi, que ça se produit. Ou plutôt je vais trop vite en disant quand on rentre à la base, quand cet état d'esprit fera son entrée dans cette démocratie particulière qui est Athènes, au 5e siècle. Mais je sais qu'ils étaient connus, ils avaient une réputation, ils étaient connus partout en Grèce, au moins parmi les gens lettrés, parmi ces aristocrates ou ces commerçants qui se plaisaient au jeu de l'esprit. Ils faisaient autorité, ils avaient une réputation de sages et ils étaient tenus pour tels. Hein. Encore une fois, c'est des gens qui ont un don de vision, cette vision leur vient des dieux, et voilà. Mais est-ce qu'ils avaient des écoles avec des disciples? Pas encore. Ok, donc peut-être pour résumer, donc, on est en train de dire que les présocratiques, on s'approche de la philosophie, mais la vraie philosophie, même s'il y a une partie d'étonnement forte déjà, on va aussi la voir avec Socrate et Platon. Oui, mais bon, si je reprends ce que j'ai dit, il me semble que j'ai affirmé qu'avec Parménide, on y est, quoi. Alors, on y est aux 3/4. Voilà. Sans doute, ce qui manque, c'est effectivement le côté argumentatif. Ce qui manque selon notre critère à nous, encore une fois, parce qu'on est toujours dans la projection de notre catégorie à nous, de philosophie, dans un univers où le mot même n'existait pas encore. Bon. Mais selon nos critères à nous, nous on se dit que c'est une activité intellectuelle qui consiste notamment, pas seulement, mais à justifier certaines thèses. Il y a un côté évidemment argumentatif. De ce point de vue-là, oui. Alors peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas, s'il y en a eu, ils ont disparu. Dans les fragments qui nous restent, il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressemble à un argument en bonne et due forme. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai donné une allure très argumentée tout à l'heure à la doctrine éléate, mais je me demande dans quelle mesure c'est surtout une reconstruction a posteriori, quoi. Tout se passe comme si ils avaient suivi ce raisonnement-là. Bon, c'est assez clair avec les arguments, les fameux paradoxes de Zénon. C'est sans doute moins évident chez Parménide, parce que Parménide, il écrit un poème. Il y a un côté, il reprend la métrique d'Homère, il reprend... ça ressemble pas vraiment à ce qu'on appelle un discours argumenté, quoi. Il y a un autre individu dont je dois parler, il y en a deux autres. Il y a Pythagore et il y a Anaxagore. Je peux dire d'abord quelques mots de Pythagore. Alors Pythagore, lui, considère que l'ordre des choses a plus d'importance que la matière des choses.
C'est celui qui considère que pour comprendre la nature, il faut surtout comprendre les lois qui régissent la nature. Et il se dit aussi que les lois qui rendent le mieux compte de la nature sont des lois mathématiques, des lois mathématisables. Voilà. Pour lui, la réalité ultime, elle est de l'ordre du numérique. Ce sont des nombres. Alors là aussi, on est dans le côté mystique ou religieux, parce qu'il va jusqu'à diviniser les nombres et en faire les représentants symboliques. Alors bon, évidemment, le 2, ça représente la ligne, le 3, ça représente la surface, mais le 7, par exemple, représente la bonne occasion. Le carré, un symbole géométrique, représente la justice. Bon, il est là dans Pythagore. Donc on lui doit l'idée qu'une idée rigoureuse, une idée qui sera chère à Descartes, plus de 2000 ans après, une idée rigoureuse, elle peut et elle doit avoir une forme mathématique. Et pour lui, la science parfaite, c'est celle de la quantité. C'est celle de la quantité. Bon. Et donc il a étudié différents phénomènes en les mathématisant, les quantifiant. Il s'est intéressé au son notamment. On lui doit une théorie des sons. Et il a rendu compte des intervalles musicaux avec certaines différences numériques. Donc il mesurait la longueur des cordes et disait voilà, quand je fais bouger cette corde, ça rend un certain son. Il y a une différence entre deux sons et il compare cette différence sonore à une différence de longueur des cordes. Donc tu vois, il renvoie l'empirique à du numérique. Il réduit tout au nombre parce que pour lui, l'essentiel tient en des nombres. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Certains vont même jusqu'à dire qu'il a proposé une préfiguration du géocentrisme. Voilà. Il aurait anticipé Copernic. Bon, alors pas pour les mêmes raisons que Copernic, là on exagère un peu. Mais en gros, il a considéré que le repos, c'est plus parfait que le mouvement. Que la lumière, elle est plus parfaite que l'obscurité. Et il se dit donc que le centre du monde doit être immobile et lumineux, parce qu'il envisage l'univers comme étant parfait, et que ce centre du monde immobile et lumineux, ça doit être le soleil. Voilà des choses qu'on peut trouver chez Pythagore. Mais ce que je trouve marrant dans les présocratiques, c'est que toutes ces théories donc philosophiques ou presque philosophiques, elles sont vraiment concentrées sur la nature. On dirait des sciences naturelles améliorées. Il n'y a pas encore de réflexion sur qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce qu'un homme sage, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. On n'en est pas là encore. Ouais, c'est très juste. Et ça arrive avec probablement Platon ou Socrate. Avec les sophistes. Ça arrive avec les sophistes. Ouais, tu me tends une perche et tu as parfaitement raison. Aristote lui-même, d'ailleurs, ces penseurs présocratiques, ceux qu'on appelle un peu rapidement, pour les raisons que j'ai indiquées, des philosophes présocratiques, Aristote lui-même les appelait des physiciens. Pour lui, ou des physiologues, je ne sais pas comment traduire, pour lui, c'est des gens qui tiennent un discours rationnel, donc qui relève du logos, sur la physis, c'est-à-dire sur la nature. Et c'est vrai qu'il ne nous parle que de ça, en fait. Pas que, non, c'est pas vrai, j'en dis trop. Il y a des conseils d'ordre pratique, d'ordre moraux, toujours les mêmes. Ils insistent sur la modération, sur la tempérance, on trouve ça chez Démocrite, bon voilà. Mais c'est pas argumenté, et l'essentiel de leurs propos, ce en quoi ils comptent vraiment dans l'histoire des idées, c'est surtout parce qu'ils ont apporté une certaine théorie de la nature, une certaine cosmologie, une certaine physique. Ouais, une certaine physique. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je me rappelle qu'on s'était dit que Nietzsche adorait les philosophies grecques parce que pour lui c'était des laboratoires existentiels. Les stoïciens te disent tu vas mieux vivre en restant concentré sur une espèce de fortitude. Les épicuriens vont te dire pour bien vivre il faut cultiver son jardin et vivre une vie simple. Donc c'était quasiment du développement personnel. Mais là, dans ces théories présocratiques, on ne parle pas de ça. On parle de nature, on parle d'univers, on parle de cosmologie, comme tu dis, mais il n'y a rien de centré sur l'homme, en fait. À part peut-être quelques exceptions. C'est pour ça que moi, en tant qu'amateur de la philosophie, ça ne ressemble pas encore vraiment à la philosophie. Parce que c'est peut-être pas encore très centré sur l'homme. Voilà. Après, il y a des fragments d'Héraclite, de Démocrite, qui parlent de l'homme. Souvent avec mépris d'ailleurs du côté d'Héraclite. C'est beaucoup
beaucoup plus sympathique du côté de Démocrite. Bon, il y en a un qui pleure, il y en a un qui rit. Hein. Bon. Mais ce qui nous manque encore, c'est le côté argumenté. Voilà, c'est pas soutenu par une justification rationnelle. C'est affirmé comme ça, avec un ton prophétique, ça ressemble à des proverbes, ça ressemble à des maximes, ça nous touche ou pas, certaines peuvent nous emballer, c'est brillant, c'est bien dit, mais bon, encore une fois, c'est pas vraiment avec ces considérations morales, pratiques qu'ils ont marqué l'histoire des idées, et surtout ce qui manque, c'est le caractère justifié, le caractère argumenté, quoi. Ça verra le jour avec Socrate, en tout cas à l'oral, puisque Socrate n'a rien écrit, et puis avec Platon. Avec Platon, vraiment, la littérature philosophique existe, se met à exister avec Platon, mais pas avant. Ok. Bon, ben merci. On s'est bien concentré sur les présocratiques. Et la fois prochaine, on parlera probablement de... Alors la fois prochaine, on parlera des sophistes, on parlera d'Athènes, des sophistes, de Socrate, et puis peut-être de Platon. Ok, merci.